Bonjour Clément Beaune. Bonjour. On va faire un premier bilan après le passage de la tempête Kéran. Quel bilan vous faites là, 24 heures après? Il y a eu malheureusement 2 morts à déplorer à cause de cette tempête, nous le savons, dont un chauffeur poids lourd qui a été victime d'une chute d'arbre. C'était dans l'Aisne la nuit de mercredi à jeudi. Et puis une deuxième victime qui a été recensée hier au Havre, là aussi à cause du vent très violent qui soufflait. Et puis il y a un certain nombre de blessés. On est en train d'actualiser le bilan parce qu'il y en avait 16 hier, sans doute quelques blessés légers supplémentaires, puisque la tempête a continué à souffler hier soir, on le sait notamment dans les Hauts-de-France. Donc c'est un bilan qui est lourd, puisque nous déplorons 2 morts, mais je le dis aussi par l'anticipation, les consignes qui ont été données, la mobilisation exceptionnelle de tous les services de l'État. C'est vrai pour le service que je connais le mieux, ferroviaire, les agents des routes, mais aussi pour nos agents chargés d'électricité, nos sapeurs-pompiers. Ça a permis d'éviter beaucoup de drames en réduisant notamment les circulations sur la route. Justement, certains vous ont trouvé un peu trop alarmiste. Je ne crois pas. Qu'aurait-on dit si on n'avait pas prévenu, à tous les sens du terme, informé et pris des mesures de précaution? On a heureusement tiré les leçons au fur et à mesure des tempêtes qui ont soufflé en France, notamment celle de 1999, dont on se souvient. Maintenant, les dispositifs de vigilance qu'on connaît bien, de Météo France, des services de l'État, fonctionnent. Et oui, c'est par exemple ce qu'on a fait sur les TER. Ils vont repartir? Oui, alors, tout va repartir. Ils sont en train de repartir progressivement pour les 5 régions qui étaient concernées, Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Normandie, Hauts-de-France. Il reste une situation difficile dans les Hauts-de-France aujourd'hui, parce que c'est la région qui a été touchée le plus tard par la tempête. Donc ce matin, il n'y a pas de TER qui circule dans les Hauts-de-France. Le premier recensement fait état de nombreux dégâts sur les voies, de chutes d'arbres, de chutes de fils électriques. Toutes les équipes de SNCF sont mobilisées, 4000 agents, pour rétablir cela le plus vite possible. Et les circulations vont reprendre progressivement, sans doute à partir de la fin de matinée, début d'après-midi. Mais il y aura des perturbations encore, au moins demain, aujourd'hui et demain, dans les Hauts-de-France. On est dans un week-end de retour de vacances. Oui. Vous pouvez garantir aux voyageurs que ce week-end, normalement, ils pourront rentrer chez eux? Alors, il y a beaucoup de réservations, notamment dans les TGV. 1 million et demi de personnes qui doivent revenir de vacances. Oui, on assurera ce service. Il peut y avoir quelques TGV qui seront retardés. Dans des cas, j'espère, totalement exceptionnels, annulés. On informe les voyageurs. Évidemment, ils sont remboursés intégralement ou peuvent changer de train. Mais les retours seront assurés grâce à la mobilisation qu'on a faite dès hier, des 4000 agents de la SNCF qui reconnaissent les voies, vont faire les réparations le plus rapidement possible. Et à l'heure où on parle, il y a très peu de lignes grande vitesse qui sont impactées. Je voulais profiter de votre présence aussi pour évoquer le Pass-Rail. Oui. Vous savez, le Pass-Rail, c'est la possibilité de voyager de manière illimitée pour moins de 50 € dans les TER et Intercités. Il en est où? Ça avance à petite vitesse? Non, ça avance rapidement, mais c'est une idée qui a été évoquée cet été, que le président de la République a reprise et a endossée à la rentrée, donc c'est très récent. Et dès que le président de la République l'a évoqué, au mois de septembre, j'ai commencé une discussion avec les régions, parce que c'est une compétence partagée entre l'État et les Intercités, les régions, les TER notamment. Donc cette discussion, elle commence. Il faut qu'on soit d'accord d'ici le début de l'année prochaine. Et je maintiens l'objectif que j'avais fixé, c'est-à-dire un Pass-Rail qui commence l'été prochain, l'été 2024. Il faut qu'il concerne au moins les TER et les Intercités de manière illimitée, parce que je pense que c'est une transformation de nos transports écologiques. Oui, au moins parce que... Ça pourrait aller plus loin? Vous savez qu'en Allemagne, on regarde ce qui se passe à l'étranger, c'est tous les transports publics qui ont été intégrés, y compris ce qui serait en France. Les TGV? Alors, pas les TGV. En Allemagne, il n'y a pas la grande vitesse, mais les bus, les trams, les métros, etc. En France, il faut commencer, je crois, compte tenu de l'organisation de nos compétences, par les TER et les Intercités. Il y a beaucoup d'offres qui sont faites par les régions et par l'État. Je l'avais fait l'été dernier, mais on ne met pas tout ça ensemble. Donc, mettons tout ça ensemble. J'entends une petite polémique sur le fait qu'il n'y aurait pas une ligne budgétaire explicite dans le budget de l'État pour 2024. C'est normal. Le produit Pass-Rail n'existe pas encore. Mais évidemment, il y a des crédits pour le ferroviaire qui sont dans mon budget. 85% de mon budget, c'est le rail. Donc évidemment, l'État financera sa part de ce Pass-Rail. Alors, avis de tempête pour le gouvernement avec le texte immigration qui arrive lundi au Sénat. Hier, dans une tribune publiée dans Le Monde, 3000 soignants ont signé une pétition pour le maintien de ce que l'on appelle l'AME, l'aide médicale d'État. Est-ce que vous pensez qu'il faut la maintenir? Parce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui aimerait la changer en AMU, aide médicale d'urgence. Oui, il y a eu des débats parfois sémantiques, mais sur le fond, qu'est-ce que c'est l'AME d'abord? C'est une aide effectivement déjà d'urgence pour un certain nombre de personnes, y compris en situation parfois irrégulière ou difficile, qui ont besoin de soins. Ce n'est pas seulement un dispositif d'humanité et de générosité, j'insiste, c'est aussi un dispositif de santé publique.
que les personnes qui sont sur le territoire n'aient pas telle ou telle maladie qu'on pourrait soigner et qu'on pourrait prendre en charge. Et les soignants sont dans leur rôle, quand ils rappellent ce qu'est d'ailleurs leur serment, de toujours soigner. Ce que la Première ministre a indiqué, c'est qu'on pouvait regarder les évolutions de ce dispositif. Pourquoi pas ? Le panier de soins. Le panier de soins, les programmations des soins. Et elle a confié une mission, d'ailleurs, à 2 personnalités, M. Stefanini et M. Evin. Qui ont rendu leur ministre de la rapport Santé. hier. Oui, qui semble dire d'ailleurs que ce dispositif est important et protecteur. Donc les évolutions, pourquoi pas ? Mais je crois garder un dispositif de protection, qui est un dispositif de protection de tous les Français. J'insiste, c'est important. Est-ce qu'il faut faire des concessions, comme le fait le ministre de l'Intérieur, aux Républicains ? Parce que ça, c'est une concession faite aux Républicains pour essayer de faire voter son texte. Ce n'est pas une question de concession. Vous savez qu'on est dans un système parlementaire de majorité. Non, mais on est dans un système, c'est un fait, de majorité relative. Sur ce texte, comme sur d'autres, il faut trouver des partenaires qui votent les textes et qui peuvent être à gauche ou à droite, ou parfois les deux, selon les textes. Donc qu'il y ait une discussion avec les Républicains, le parti Les Républicains, au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est parfaitement normal. On est en majorité relative. Qu'on garde l'équilibre d'un texte gouvernemental, le ministre de l'Intérieur l'a toujours dit, la Première ministre l'a toujours dit, avec un volet qui accélère les procédures d'expulsion, qui accélère les procédures de traitement des demandes d'asile significativement, qui permettent de reconduire plus vite des gens en situation irrégulière, c'est normal, avec un volet qui, pour les gens qui bossent, pour les gens qui travaillent parfois déjà sur le territoire national, qui veulent s'intégrer, qui parlent la langue, on facilite aussi l'intégration. C'est cet équilibre qu'on veut garder. Marine Le Pen a indiqué la semaine dernière sur France 3 qu'elle pourrait voter le projet de loi immigration si l'article 3 disparaissait. L'article 3, vous savez, c'est l'article sur les métiers en tension. Est-ce qu'un texte qui passerait grâce aux voix du Rassemblement national, vous le cautionneriez ? Non, il ne faut pas tomber. Madame Le Pen devient habile parlementaire en expliquant qu'elle pourrait voter telle ou telle chose, que tel ou tel texte passe grâce à elle. Il n'y a aucune négociation avec le Rassemblement national sur ce texte comme sur d'autres. Et Madame Le Pen dit finalement ce que disent d'autres parlementaires, y compris à droite. On ne veut pas de cet article qui facilite l'intégration, la régularisation de gens qui sont dans des métiers en tension et qui travaillent déjà. Cet équilibre, on veut le garder. Il n'y a pas de discussion, de négociation quelconque avec le Rassemblement national. Lundi, le texte arrivera avec cet article 3 et l'article 3 restera dans le texte jusqu'au bout de son parcours législatif. C'est le Parlement qui vote, mais le gouvernement, le ministre de l'Intérieur l'a redit, la Première ministre l'a confirmé, tient à l'équilibre du texte. L'article 3 en est un des éléments. L'écriture, ça peut discuter, mais le principe d'avoir un volet intégration, régularisation ciblé pour les gens qui travaillent, pour les gens qui s'intègrent, je pense que c'est essentiel de le garder. Vous pensez que votre collègue Gérald Darmanin a la majorité et qu'il évitera de passer par le 49-3 encore une fois ? Ça, on le verra. Je ne préjuge pas la discussion parlementaire. Ce qui a été dit et redit, c'est que le ministre de l'Intérieur est en charge, avec le ministre du Travail d'ailleurs, sur ce volet. Oui, qu'on n'a plus beaucoup vu. Si, qui porte le dossier depuis le départ, mais est en charge de trouver... Pas ces dernières semaines. Vous lui demanderez, mais le volet a été préparé, les 2 volets, ont été préparés par les 2 ministres, et l'équilibre du texte, c'est la position du gouvernement, et cette position demeure, garder un équilibre. Ça vous a soulagé d'entendre que le PS ne voterait pas une éventuelle motion de censure déposée par les Républicains ? Écoutez, non, ça ne m'a pas soulagé, parce que je ne sais plus très bien ce que fait le Parti socialiste, qui se détache de Jean-Luc Mélenchon quand celui-ci devient complètement abject dans la qualification du Hamas ou d'autres mouvements terroristes qu'il n'arrive pas à dire, quand il fait des tweets douteux. Puis tout à coup, le PS ne voudrait pas s'associer aux Républicains au nom du principe d'humanité sur l'immigration. Là, ça vous arrangerait ? Oui, enfin, on n'est pas dans ces calculs-là. Il faut une majorité cohérente sur un texte d'équilibre. Voilà, c'est ça la feuille de route. Et le ministre de l'Intérieur est en charge aujourd'hui, pour le gouvernement, de trouver cet équilibre. Alors, à l'agenda, lundi, il y a aussi Éric Dupond-Moretti qui est comparé devant la Cour de justice de la République. Il sera jugé pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir abusé de sa position pour régler des comptes avec des magistrats dans 2 affaires. Alors, Éric Dupond-Moretti gardera les rênes du ministère de la Justice. Déjà, quand un ministre est en procès, est-ce qu'il peut continuer à accomplir sa charge ? Oui, on parle de quelques jours d'audience et le ministre de la Justice, son cabinet, son administration continueront évidemment à travailler, à fonctionner. Donc il n'y a pas d'interruption, une continuité de l'État, y compris du garde des Sceaux, ministre de la Justice. On parle, je crois, de 6 jours d'audience. C'est la justice qui fait son travail. Vous comprenez qu'à quelques jours, a fortiori de ces audiences, je ne vais pas faire de commentaires sur l'affaire, sur le fond, sur les perspectives, mais le ministre de la Justice, aujourd'hui et toute la semaine prochaine, il sera au boulot. Sur les perspectives en cas de condamnation, il doit démissionner ? Mais c'est d'abord pas à moi de le dire, et encore une fois, à la veille d'une audience, tout commentaire
d'un membre du gouvernement, d'un responsable politique, serait particulièrement malvenu. Ce serait vu comme une pression, comme une interférence. Je n'en ferai aucun. Merci beaucoup Clément Beaune. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.